Bonjour, Monsieur le Premier Président. Peut-être dans le cadre de nos discussions, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas abordé avec vous, mais est-ce que ça vous irait si on enlevait un peu le protocole du maître et du Monsieur le Premier Président? Ce sera peut-être plus agréable, d'autant que l'idée c'est de pouvoir échanger Oui. sur la stratégie amiable de l'avocat, sur des sujets qui touchent à nos professions respectives, avec des casquettes différentes, et je trouverais ça plus humain pour le coup que l'on soit dans un échange de ce type-là plutôt que sur un protocole. Super. Euh, du coup, j'ai entamé déjà la discussion autour du sujet. Mhm. Voilà, j'étais intéressée de vous rencontrer, de pouvoir aussi échanger avec vous qui êtes quand même, vous portez quand même beaucoup la profession, vous la mettez à l'honneur depuis un certain nombre d'années. Vous parlez de l'avocat du 21e siècle, vous nous nommez parfois comme les nouveaux juges de paix. Donc voilà, c'était intéressant qu'on puisse échanger autour de ces sujets-là, en tout cas pour moi. Alors, je vais me permettre de vous présenter un tout petit peu. Je vais essayer de pas trop prendre la parole, c'est pas le sujet. Mais bon, en bonne baveuse quand même, je crois que je vais avoir du mal à laisser le crachoir, mais ce que je sais de vous, ce que vous avez pu me partager, c'est que vous avez eu plusieurs fonctions, des fonctions administratives, puisque vous avez été sous-préfet directeur du cabinet de préfet d'Eure-et-Loir notamment, et puis aussi des fonctions judiciaires. Vous avez été juge au tribunal de grande instance de Chaumont. Vous avez été aussi président du tribunal de grande instance de Dinan, de Bonneville, de Pontoise et de Bobigny dernièrement. Et là, actuellement, vous êtes premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui est quand même la deuxième cour d'appel de France. Et vous avez forgé votre expertise, notamment dans la gestion de grands procès, comme je l'ai appris, je ne savais pas. Le procès de la catastrophe du tunnel du Mont Blanc, aussi beaucoup de management de juridiction et également, moi je vous connais par rapport à vos travaux sur le développement des modes alternatifs de règlement des litiges, puisque vous êtes intervenu sur le mandat de Madame Taubira, ministre de la Justice à l'époque, pour travailler autour de la justice du 21e siècle. Et on va parler de vos travaux pendant le cours de notre échange, puisque ça va être le cœur de notre sujet. Est-ce que à ce stade vous souhaitez peut-être rajouter quelque chose que j'aurais omis ou pas? Juste préciser que mon premier poste, c'était le poste, effectivement, juge au tribunal de Chaumont, mais chargé du service du tribunal d'instance de Saint-Dizier. Et donc, ma première fonction, qui a été peut-être d'ailleurs la plus longue que j'ai exercée de ma carrière, c'était juge d'instance. Voilà, je le dis parce que on va certainement en parler. Et cette fonction, je le dis souvent, notamment aux jeunes magistrats que je rencontre, m'a véritablement marié à la magistrature. Ah bah alors du coup on va rebondir dessus. Oui. En quoi du coup ça vous considérez que ça vous a marié à la magistrature? Parce que en exerçant ces premières fonctions, j'ai rapidement eu la conviction que je m'étais pas trompé d'orientation. Euh, euh, Auparavant, j'en étais peut-être un peu moins sûr quand j'ai fait notamment mes stages dans le cadre de la formation de magistrats, dans le cadre de l'École nationale de la magistrature. Euh, j'ai vu enfin, des choses qui peut-être m'ont un peu déçu, assez rapidement finalement déçu. Et quand j'ai exercé mes premières fonctions seul, vraiment comme juge d'instance, puisque le juge d'instance, sa particularité, c'est que c'est un juge seul, c'est pas un juge en collégialité. Donc avec une certaine indépendance d'organisation, eh bien,
j'ai découvert que cette fonction m'enthousiasmait véritablement. Mhm. Voilà, fonction extrêmement variée. Je ne faisais pas une heure la même chose, si j'ose dire. Je faisais du civil, je faisais du pénal, c'est-à-dire l'audience du tribunal de police. C'est le tribunal des honnêtes gens, vous savez, le tribunal de police. C'est comme ça que je le disais, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez brûlé un feu rouge que vous êtes un délinquant. C'est pas une invitation, évidemment, à brûler les feux. Et puis, je faisais des tutelles, j'étais juge des tutelles, donc encore une fonction, troisième fonction qui vraiment me mettait, me plaçait dans une proximité avec le justiciable que la plupart des autres fonctions de la magistrature n'offrent pas. De même, j'étais juge départiteur en matière prud'homale, je présidais le tribunal paritaire des baux ruraux, je présidais les commissions de remembrement, donc j'étais beaucoup sur le terrain à essayer d'apaiser les tensions avec les agriculteurs quand les solutions du remembrement étaient discutées, parfois un peu vivement. De même, j'étais président de la commission d'aide sociale. Enfin, vous voyez, il y avait plein de choses, et j'en oublie certainement, qui faisaient le quotidien du juge d'instance. Oui, donc plusieurs casquettes en fait qui vous permettaient d'être aussi très proche, d'être proche Voilà, en fait c'est des gens. C'est ça, le point le point de commun. cette fonction, c'est vraiment d'être. Voilà. Il y avait des saisies arrêts sur salaire aussi, comme on Mm. appelait à l'époque, mais c'est devenu des saisies des rémunérations du travail. Eh bien, là aussi, je voyais des gens qui étaient en situation En évidemment. situation de difficulté. Il y a eu le surendettement. Ouais, j'ai mis en place la première loi sur le surendettement dans mon tribunal, la loi dite Neyertz. Donc on est en 1990. Enfin, vous voyez, c'était des choses extrêmement différentes, mais avec toutes comme point commun le contact, mais vraiment le contact immédiat avec le justiciable, parce que d'ailleurs le justiciable n'avait pas toujours d'avocat, parce que Oui, l'avocat n'était pas obligatoire devant c'est cette la juridiction. particularité, oui, il n'y a pas J'ai un peu d'avocat découvert le métier obligatoire. d'avocat, puisque il a fallu que je traduise les Les demandes, demandes. qui parfois étaient quand même très confuses. Donc j'étais le premier intervenant auprès du justiciable. Et donc, j'étais confronté aux difficultés auxquelles peuvent être confrontés les Les avocats avocats. dans la première rencontre avec le justiciable, qui sait au fond pas toujours très bien ce qu'il veut. Voilà. Et à quoi Donc, il va s'exposer également, oui, il rentre parfois. dans un univers un peu Un petit inconnu peu inconnu. en franchissant le seuil de la justice. Du coup, ça me permet de rebondir sur une première question. Une autre, vous avez, alors j'ai pris soin avant de faire cette interview de lire le texte que vous avez écrit dans le livre sur rendre la justice de Robert Salis, Oui. puisque vous avez participé à ce témoignage également magnifique de différents magistrats pour essayer de vulgariser auprès des justiciables ce qu'était la posture d'un juge, en fonction de chacune de vos visions. Et alors j'ai adoré parce que vous avez fait un rêve, vous avez partagé un rêve, le rêve un rêve d'humanité en fait, d'une justice différente. Alors du coup, ça me permet de vous poser cette première question. Quel regard vous portiez sur vos fonctions, sur la justice et sur votre fonction à l'époque, et quel constat vous faites aujourd'hui? J'ai compris que vous êtes rentré par la porte du judiciaire par ces fonctions très variées d'un tribunal d'instance et d'un juge d'instance, qui en effet sont extrêmement variées et qui sont auprès des justiciables sans filtre, avec vraiment, on est au cœur de l'humain. Et du coup, quel regard vous portiez sur votre fonction à l'époque et le regard que vous portez aujourd'hui? J'avais été formé par l'École nationale de la magistrature pour faire des jugements. Alors j'en ai fait, je peux vous dire que j'en ai fait. J'avais l'impression d'être un peu une machine à juger tellement j'ai rédigé de jugements dans cette fonction où on a des contentieux de masse.
Voilà. Mais très rapidement, ça a été plus fort que moi. Je voulais concilier les gens. Voilà. Et donc, c'était d'ailleurs pas bon pour mes statistiques, parce que quand je les conciliais, il y avait un désistement, et donc il était pas comptabilisé comme étant un jugement au fond. Et donc, je passais du temps à concilier les gens, mais c'était d'autant moins pour moi de petits bâtonnets, si je puis dire, qui calculaient mon activité. Oui, parce que ce que j'ai compris et ce que je ne savais pas, c'est que vraiment vous êtes aussi, il y a une forme de notation en fonction du nombre de jugements qui sont rendus. C'est pas en fonction de la manière dont le conflit est résolu. C'est en fonction de l'acte qui est fait. C'est-à-dire que évidemment, on juge votre activité au nombre d'affaires dites évacuées. Le terme est horrible, Oui. mais c'est le terme utilisé, un terme statistique et cyniquement statistique. Donc, on parle d'évacuation des affaires. Alors évidemment, c'est complètement contraire à ma vision des choses, mais cette évacuation, dans cette évacuation, on distinguait les affaires qui avaient donné lieu à un jugement au fond, et puis les affaires qui étaient sorties autrement, c'est-à-dire généralement par des désistements ou des caducités ou des radiations. Et donc, on prenait en compte pour votre activité et pour vous évaluer sur votre activité que lorsque vous rendez, enfin, la série des jugements au fond. Voilà. Et donc, moi, j'avais beaucoup de caducité, de désistement, les gens, quand je les ou de conciliation. Voilà. Et ça comptait pas à l'époque, hein, parce que c'était quand même, il faut se souvenir qu'on était en 1990. Oui, 90. La médiation était encore même pas, on parlait encore même pas de la médiation parce la médiation que c'était était pas rentrée. 95. Alors, il y avait eu déjà les conciliateurs par une loi de 1978 qui avait été créée. On les appelait pas, on les a pas tout de suite appelés d'ailleurs les conciliateurs de justice, on les appelait simplement les conciliateurs. Ils sont finis par être intégrés en quelque sorte partiellement à l'institution judiciaire. Mais alors, il y avait quand même une particularité, c'est que le juge d'instance, on pouvait le saisir simplement aux fins de conciliation. Hein, ça, c'était une particularité qui, je crois, existe toujours aujourd'hui devant le JCP. Mais du coup, parfois, j'étais saisi directement aux fins de conciliation. Donc là, il n'y avait pas de difficulté. C'était d'ailleurs la première partie de mes audiences, je les consacrais donc aux conciliations. Après, donc, je changeais de salle. Et ensuite, je rentrais dans ma salle d'audience, qui d'ailleurs, c'est amusant, était une chapelle, une église. Ah oui, c'est amusant. Donc, il y avait un petit côté justice immanente. Immanente, oui. Mais et là, eh bien, je faisais un appel des causes. L'appel des causes pouvait être assez long. Puis quand on commençait la première affaire, qu'il y avait un avocat peut-être d'un côté mais pas de l'autre, je disais quand même on va peut-être pouvoir concilier cette affaire. Et donc je repassais du temps à concilier les gens à l'audience de jugement. Donc et c'était plus fort que moi. Je trouvais vraiment dommage de s'embarquer. Alors pourquoi de s'embarquer justement dans un jugement, et pourquoi je trouvais dommage de s'embarquer dans la voie de la résolution judiciaire du litige, c'est que je voyais très vite que la décision que j'allais rendre n'allait pas résoudre le problème. Et donc très vite, j'ai vraiment senti ce décalage qu'il pouvait y avoir entre une décision de justice bien bâtie en droit, qui fait plaisir aux juges, peut-être même qui fait plaisir aux avocats, moins quand ils perdent évidemment, mais une décision bien construite, une belle œuvre juridique, mais de l'autre côté, une insatisfaction du justiciable, non seulement de celui qui perd, mais aussi de celui qui gagne, parce qu'au fond, ça n'a pas résolu le problème. Oui, ça a résolu une étape, mais ça a potentiellement mis de l'huile sur le feu et ça fait
le nid, si je puis dire, de nouveaux conflits potentiels. Et ça, je l'ai senti, mais vraiment très très vite. Et d'où une certaine frustration. Voilà. Et du coup, ce que je comprends, c'est le fait que dans votre parcours, une machine à jugement, c'est comme ça que vous l'avez présenté, et puis un contact ensuite avec une réalité judiciaire très proche de l'humain, ou avec un ressenti où le droit n'est pas la réponse. C'est une réponse parmi le problème, mais ça n'est pas la réponse qui permet de résoudre le conflit et qui apporte beaucoup de frustration. C'est ça. C'est votre regard. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que mon regard, c'était pas un regard hostile au droit, bien entendu. C'était que le droit soit utilisé comme critère d'une solution dont la finalité était de mettre fin à un litige. Eh bien, ça, je me suis rendu compte que ça, dans beaucoup de cas, ça fonctionnait pas. Et que ensuite, on construise une solution, on fasse émerger une solution, gagnant-gagnant pour tout le monde. Et puis qu'ensuite, on l'habille en droit, parce qu'il fallait ensuite, évidemment, acter l'accord et faire en sorte qu'il soit homologable. Donc, il fallait lui donner une forme construite en droit. Eh bien, c'est pas la même chose. Pas la même démarche. Dans un cas, le droit est critère de la solution. Dans l'autre, il est la finalisation d'une solution que le droit va aider à solidifier. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas un rejet du droit, bien au contraire, mais c'est plutôt en termes de méthode l'utilisation du droit à une autre fin que celui de... Comme si le droit était un outil pour permettre de résoudre et de, comme vous le dites, habiller, habiller une réponse. Une solution, mais qu'on dégage autrement que par l'application stricte du droit. Voilà. Et qu'est-ce que je me suis rendu compte qu'en fait, moi, mon rôle était binaire. C'est-à-dire, je disais oui, non, le droit s'applique, le droit ne s'applique pas, vous avez raison, vous avez tort. Mais avec ça, on ne construit pas une solution gagnant-gagnant. Donc ça, vraiment, je m'en suis rendu compte, mais très très vite. Et c'est quelque chose qui est inné en fait, cette démarche chez vous du gagnant-gagnant, ou comment c'est venu en fait? Je suis pas du tout formé. C'est ça quand je vois si vous voulez, avec recul, mes débuts dans la magistrature, je me suis rendu compte que j'étais pas formé à un tas de choses. Alors j'étais formé en droit, ça. Alors là, oui. Je pouvais vous rédiger un jugement rapidement dans la plupart des cas. Parfois, il y avait des litiges très compliqués, hein. Mais bon, dans la plupart des cas, avec les grands principes du droit, je pouvais vous rédiger un jugement plus vite que mon ombre, si je puis dire. Voilà. Mais c'était pas satisfaisant. Et donc, j'ai tâtonné, découvert par moi-même un certain nombre de techniques et que j'ai apprises ensuite véritablement par des professionnels, très tard finalement d'ailleurs, hein, très tard. Et je me suis rendu compte que si j'avais appris ces techniques au début de ma carrière, eh bien j'aurais gagné un temps fou. J'aurais eu des outils qu'il a fallu que j'invente, plus ou moins bien, hein, et par tâtonnement. Parce que dans mes conciliations, j'ai eu des grands succès qui m'ont encouragé, mais j'ai certainement eu des échecs aussi qui que j'ai regrettés. Et peut-être que si j'avais été formé, j'aurais réussi. Voilà. Et ça, je m'en suis rendu compte bien plus tard. Et du coup, ce que je comprends, c'est que vous êtes formé à la technique de la négociation raisonnée, alors. Alors, oui, mais beaucoup plus tard. Parce beaucoup plus tard. Je peux même vous dire que c'était une révélation, la négociation raisonnée, quand j'ai découvert ça. Enfin, quand j'ai découvert le concept, qu'effectivement, j'ai essayé de mettre en œuvre par mes propres moyens, sans connaître la théorie. Évidemment, le jour où on m'a appris toute l'approche conceptuelle du sujet, j'étais absolument fasciné. Et là, je n'ai qu'un seul regret, c'est qu'on m'ait pas formé beaucoup. Regret partagé.
Alors j'ai On a moins perdu du temps, quoi. Oui. J'ai perdu des années. C'est sûr. Si j'ai quand même réussi beaucoup de conciliations, mais finalement, je me rendais pas compte à quel point je creusais pour faire émerger les intérêts et les besoins. Voilà. Évidemment, c'est ce que je faisais, mais peut-être, vous voyez, sans vraiment m'en rendre compte, je faisais de la prose sans le savoir, hein, Exactement. comme Monsieur Jourdain. Comme Monsieur Jourdain. Voilà. Oui. Et donc, du coup, un regard sur votre fonction, sur la justice, qui a évolué en fonction de qui vous êtes également, de ce qui fait sens aussi sûrement pour vous sur cette, c'est ce qui nous lie, c'est-à-dire la justice. Voilà, on œuvre de manière différente, mais pour ce grand principe, cette valeur qui nous lie tous. Et du coup, par tâtonnement, je comprends que vous êtes allé chercher différentes techniques, des formations pour vous aider. Et ça a été cet apport que vous êtes allé chercher pour faire œuvre de justice différemment, en fait. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, je suis rentré dans cette logique de conciliatrice. Moi, j'ai vraiment une vision de la justice qui est une vision de pacification sociale. C'est ça qui me met en adéquation avec moi-même. C'est ça qui vous anime, qui est moteur. C'est ça qui m'anime. C'est vraiment la passion que j'ai pour ce métier, c'est ça. Voilà, je suis content quand les gens repartent satisfaits en se disant ça y est, notre problème est résolu. C'est pas que le problème de l'un, c'est notre problème est résolu. On va pouvoir continuer à vivre dans les relations qui étaient les nôtres avant le conflit, et peut-être encore mieux même parce que on aura finalement triomphé d'une difficulté qui va nous lier davantage. Voilà. Quand j'ai réussi à faire ça, chez moi, il y a vraiment une satisfaction très profonde. Et c'est là que je me dis, je suis à ma place. Je suis le juge que je veux être. Voilà. Alors, à partir de là, bien des années après, en réfléchissant beaucoup quand même à tout ça et en étant assez même en imaginant qu'on pouvait faire évoluer la justice, j'ai eu beaucoup d'idées à ce moment-là, j'ai cultivé beaucoup d'idées, mais pas de tribune pour les exprimer. Et arrive donc finalement très tardivement par rapport à ces 30 années de carrière, on va dire que au bout de 20 ans quasiment, alors que je suis sorti de la justice en plus quelques années, pour y revenir, eh bien, je participe au fameux groupe Delmas Goyon, qui est l'un des 4 groupes de travail mis en place par Madame Taubira pour réfléchir, avant de légiférer, pour réfléchir à ce que pourrait être la justice du XXIe siècle. Et je suis coopté dans un de ces groupes par Monsieur Delmas Goyon, qui est un premier président de cour d'appel et qui a été missionné par Madame Taubira pour réfléchir à l'office du juge. Et là, formidable, je suis enfin... Vous avez votre tribune. La tribune que j'attendais. Et j'explique une vieille idée que j'avais, qui est celle de l'acte de procédure d'avocat. Peut-être on va en reparler. Oui. Mais en même temps, j'avoue que je découvre des choses qui étaient passées un peu inaperçues pour moi. Et notamment, je découvre à cette occasion la toute jeune procédure participative. Oui, parce qu'à cette époque-là, pardon, je me permets, à cette époque-là, dans le cheminement du foisonnement législatif autour du développement des modes amiables, on va le présenter comme ça, vous arrivez, je crois que c'est en 2016, peut-être un peu avant, parce que c'est bien avant, mais avant cela, il y a eu plusieurs vagues, on va le rappeler. Il y a eu la médiation qui est intervenue en 1995. Qui s'est quand même développée et petit à petit. Et puis ensuite, on a eu les travaux de Monsieur Serge Guinchard, quand même, qui a énormément aussi travaillé au développement des modes amiables et a mis en exergue et a permis l'élaboration de la procédure participative en 2010. Là, on est en 2010.
Donc, on a eu plusieurs boutures pour faire évoluer cette procédure participative. On va peut-être en parler parce que au départ, elle n'est pas née, elle est née de travaux autour d'une nouvelle façon de pouvoir faire échapper au judiciaire Oui, c'est ça. le conflit et de l'organiser avec l'apport du processus collaboratif. Voilà, on va chercher un certain nombre d'apports pour voir ce qu'on peut mettre en œuvre. Cette procédure participative n'existe pas ailleurs dans les autres pays. Et vous arrivez vers 2015, peut-être même avant. J'arrive en fait en 2012. 2012. Donc là, faut se rappeler que la procédure participative, donc effectivement créée par la loi Béteille en 2010, et que le décret d'application en décembre 2010, et que le décret d'application sort en janvier 2012. Oui, 2012. Et donc, nous, notre groupe de travail, il démarre assez rapidement. Il démarre rapidement, oui. Après cette toute jeune procédure participative, et c'est à cette occasion que moi je découvre le droit collaboratif. Que d'ailleurs, j'avoue mon ignorance de l'époque, je pense que c'est la même chose. Alors, je suis d'autant plus impardonnable qu'au moment où le recteur Guinchard pilote ses travaux, moi je suis sous-directeur au ministère, sous-directeur de l'organisation judiciaire, et donc je supervise ses travaux. Je ne participe pas vraiment directement, mais j'ai participé à la rédaction en quelque sorte de la lettre de mission, si je puis dire. En tout cas, je suis à l'origine, avec le cabinet du ministre de l'époque, de la décision de missionner le recteur Guinchard. Et puis après, je suis ça finalement d'assez loin, parce que je suis pris par mes activités qui sont d'ailleurs essentiellement budgétaires à l'époque, et donc je n'ai pas trop le temps. Et c'est après que je vais reconstituer le fil de la filiation entre la procédure participative et le processus collaboratif. Mais j'ai été formé donc au processus collaboratif parce que quand je découvre ça, je n'ai qu'une seule envie, c'est de m'y former tout de suite sans attendre. Ça, je comprends bien. et à partir de là, c'est là que je découvre ce qu'on appelle l'écoute active, la technique de l'écoute active. Que ne me l'a-t-on apprise plus tôt, cette écoute active? Je découvre la négociation raisonnée. Je trouve ça absolument génial. Et puis là, je suis à 2 doigts, après cette formation, de raccrocher ma robe de magistrat pour devenir avocat. Ça, je l'ai vu dans votre rêve, je me suis dit. Dans le rêve d'humanité pour la justice et votre écrit dans Rendre la justice de Robert Salis, vous l'écrivez ça. Vous avez raccroché la robe et pour en prendre une autre. J'ai trouvé ça. Et puis, en fait, vos confrères avec lesquels je suis formé à l'époque me disent non, surtout pas, il nous faut des magistrats qui soient convaincus, donc restez magistrats. Ils ont pas tort, parce qu'ils ont pas tort, oui. À nos collègues magistrats qui comment ça fonctionne, et puis les convaincre aussi de se lancer sur ce terrain-là. Donc je suis formé à ce moment-là, et dans ce groupe de travail, je présente mon idée d'acte de procédure d'avocat. Alors que cette idée-là, elle est née de l'époque où je suis juge d'instance, précisément. Donc c'est vraiment au début de ma vie professionnelle, parce que quand je comprends pas ce qui m'est plaidé, je comprends pas la demande, et puis le peu que je comprends est obscurci par la défense, il me reste plus qu'une chose à faire, c'est d'aller sur les lieux. Donc je vais sur les lieux, et là, presque à chaque fois, je découvre que les avocats en fait, ne sont pas allés sur les lieux avant de plaider. Ils ne connaissaient pas les faits des visus. Et donc, ils se rendent compte que ce qu'ils ont plaidé est un peu en décalage par rapport à la réalité. Ensemble sur le terrain. Donc ça, c'est mon premier constat. Et mon deuxième constat, c'est que chaque fois que je vais sur le terrain, il y a toujours un accord derrière. Toujours. Et alors on peut dire évidemment c'est parce que le juge se déplace, les parties sont sensibles et du coup ça les mobilise pour tenter de trouver un accord.
Mais en réalité, c'est pas ça le fond du sujet. C'est que je me rends compte que quand on va sur les lieux, on peut pas raconter n'importe quoi. On découvre les choses comme elles sont et on peut plus faire des effets de manche, dire que les choses sont comme ci ou comme ça. Les faits sont têtus, ils sont devant nous et on peut pas tricher. Et à ce moment-là, la solution émerge. Et alors parfois, quand c'était un peu compliqué et qu'on pouvait pas par nous-mêmes faire les déductions factuelles qui nous permettaient de comprendre l'origine du problème, eh bien, on disait, ben, qu'à cela ne tienne, on va se revoir dans 15 jours. Je suis en passant chez vous, là, j'ai vu qu'il y avait une entreprise de maçonnerie. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous lui faites confiance? Je me disais oui en général, parce qu'on était en zone rurale. Et puis, tout le monde se connaissait tout le monde. Et donc, le jour J, on faisait venir l'homme de l'art. Et généralement, eh bien, il nous aidait à comprendre le problème. Il sortait son détecteur d'humidité, il pistait l'humidité, puis là, on voyait l'origine de la cause du problème. Et à partir de ce moment-là, la solution était évidente. Et pour la petite histoire, cerise sur le gâteau, au moment où on demande, alors que j'avais prévenu les parties avant qu'on allait payer, il fallait payer chacun la moitié d'une heure ou 2 heures du temps du professionnel, peut-être aussi le coût de son déplacement, mais que ce serait toujours moins cher qu'une expertise, qui elle prendrait 1 an dont on ne sait pas combien elle coûterait. Donc les gens étaient d'accord, les parties étaient d'accord, et souvent l'homme de l'art disait à la fin, quand on lui posait la question combien on vous doit, il nous répondait « Oh non, je suis trop content d'avoir aidé la justice ». Et il partait sans rien demander. Et finalement, on avait résolu le problème sans que ça coûte rien. Alors que sinon, l'alternative, c'était de partir en expertise. Et là, ça aurait coûté... Comme quoi, quand on fait une œuvre commune et le bien commun, quand voilà, chacun y participe, peut-être qu'il y a... content d'y participer. Voilà. Ça change la donne. Vous avez raison de dire, c'est non seulement on trouve une solution, mais le cheminement qui mobilise tout le monde, eh bien, chaque fois, c'est une expérience humaine. Donc, tout le monde ressort avec changé. Enfin, ils ont été heureux de participer à cette expérience. Donc, c'est non seulement la solution, mais ça change quelque chose chez les personnes. Voilà. Donc, c'est là que je me dis, à cette époque, en fait, les avocats, ils pourraient le faire sans moi. S'ils se mettaient d'accord, qu'ils allaient sur les lieux, qu'ils expliquaient à leurs clients comment ils allaient procéder, qu'ils obtenaient l'accord de leurs clients sur le processus, que au besoin, ils faisaient venir un homme de l'art, en disant attention, on le fait venir, mais après, on acceptera son explication des faits, si évidemment il arrive à nous en convaincre. Mais on approche les choses avec bonne foi au départ, c'est-à-dire on accepte le verdict de la preuve en quelque sorte. Eh bien, on n'aurait pas besoin de juge. Et c'est là que, assez rapidement, dans mon expérience professionnelle, je me dis, les avocats pourraient résoudre amiablement des litiges sans le juge. Voilà, là, j'ai une conviction qui naît à ce moment-là. Et quand je suis dans le groupe Delmas-Gouillon, parmi les idées que j'ai tenté de fournir, il y a celle-là, la création de l'acte de procédure d'avocat. L'acte d'avocat existe déjà. Il fait partie donc des nouveautés de l'époque. Il existe nouveautés, oui. Mais là, je propose que du coup, on l'utilise pour l'administration de la preuve, en disant l'acte de procédure d'avocat, c'est principalement, pas que, mais c'est principalement l'administration amiable de la preuve. En me disant que si on est capable de rentrer dans un processus d'administration amiable de la preuve, eh bien, dans bien des cas, on sera d'accord sur la solution du litige. Alors qu'au départ, ça paraît impensable. Mais on est rentré dans un processus qui fait que ce qui est inconcevable au départ, on y va évidemment par petites étapes, parce que tout ça, c'est des petits accords. On commence par se mettre d'accord pour aller sur les lieux. Après, on se met d'accord pour désigner un technicien.
Après, on se met d'accord pour constater des choses sur les lieux, sans le technicien ou avec le technicien. Et comme ça, en fait, chemin faisant, eh bien, on rentre dans une dynamique de l'accord, ce qui était impensable au départ. Vraiment, le litige était trop important. L'idée d'un accord sur le fond paraît impensable. Mais comme on est rentré dans une dynamique de l'accord, on a commencé à se faire confiance, à s'installer dans une bonne foi mutuelle, eh bien, on est rentré dans une dynamique. Et là, l'accord impossible au départ arrive en fin de processus. D'ailleurs, Voilà. c'est exactement ça. C'est que vous le dites très bien quand vous présentez les travaux à Madame Taubira. On a un extrait où Ah oui. vous êtes filmé et je sais pas si on Je peut. m'y attendais pas d'ailleurs, hein. Oui, Comment dirais-je, cette présentation, cette elle est présentation. en ligne, et je ne devais pas participer à cette réunion parce que je ne pouvais pas, j'avais un empêchement. Puis au dernier moment, finalement, j'ai pu. Et donc, cette réunion s'était organisée sans que mon intervention soit prévue. Et Monsieur Delmas-Goyon m'a donné la parole. Et du coup, je suis un peu surpris, mais du coup, j'explique Si vous me de façon un peu permettez, improvisée. ça se voit pas, je dois dire. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde, parce que ça me permettra de rebondir, comment vous le Oui, présentez. Parce que je trouve oui. ça plutôt intéressant. C'est que le juge du XXIe siècle ne se conçoit pas Je sais sans pas si vous, évoquer si vous l'avocat entendez. de Alors là, il y XXIe aura siècle. sûrement C'est l'un des, je crois, des enseignements de nos travaux. L'avocat du XXIe et siècle ne peut pas ne pas investir donc le champ de la résolution. voilà, juste 2 secondes. Là, il y aura une coupure. Vous m'entendez là? Vous êtes, Oui, je vous entends. ouais, Je vous parfait. entends. Je suis toujours en ligne. Et vous entendez votre, vous vous entendez ou pas du tout? Non, Non, attendez. non. Là, parce que je voudrais revenir au début. Amiable des litiges et plus encore. Pourquoi je peux pas venir au début? Alors, on va faire ça. J'aimerais revenir au début. Pourquoi je peux pas? Alors, j'y arriverai pas. Bon, ce qu'on va faire. Allô? Vous êtes là ou je vous ai perdu? Oui, 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 non, non, je suis Non, là. vous êtes Je là. vous entends toujours. J'arrive pas à Ouais, vous à avoir. diffuser. Je pense que ça met. Il a bugué. Et j'arrive pas à me remettre sur la vidéo avec vous. Alors, je vais couper. Donc, elle est toujours sur Internet, cette vidéo? Ouais, elle est toujours. Et je la diffuse lors de mes formations à la procédure Oui. participative avec Hein? Béatrice, Gorge Galzard au DU de Chambéry, sur les modes amiables. Je suis très ennuyée là. Je sais pas pourquoi. Ça ne marche plus. Là, c'est bon. Oui, c'est bon. Il n'a pas aimé que je m'embête autant. Oui. Il y avait d'autres choses que vous vouliez passer, sinon? Parce que Non, sinon, mais j'arrive. je m'en souviens à peu près de... Oui, c'est juste que je n'arrive pas à revenir sur la vidéo où vous êtes. En fait, sur l'écran où vous êtes. Et j'arrive Ah oui, pas. d'accord. Voilà, c'est ça qui m'ennuie. Plus D'accord. particulièrement. Parce que j'aurais abandonné l'idée de faire cette présentation, Oui. mais là, je ne vous vois plus. Ah, pour moi, il n'y a rien qui a changé. C'est mon navigateur qui a
qui a bugué. Est-ce que si je fais ça, il veut plus, j'ai plus la main. Comment faire? Alors, là. Là, on va le mettre là. J'essaye de voir si on... Ah, voilà. Est-ce que ça va aller là? Oui, c'est bon. Super. Il a débugué. Désolée, excusez-moi. On va partir alors. Non, mais... On repart. Donc, dans l'extrait qu'on vient de voir, en fait, vous expliquez que si on repense, s'il faut repenser la justice de demain, c'est important de pouvoir aussi penser le rôle de l'avocat de demain et de l'avocat du 21e siècle. Et vous expliquez très bien que dans vos travaux, vous avez essayé de trouver le moyen d'outiller cet avocat du 21e siècle, notamment avec l'acte de procédure d'avocat. Donc, c'est comme si vous nous donniez encore un outil pour nous permettre d'aller plus loin dans la recherche de la construction de l'amiable. Alors, avant de vous laisser la parole sur ce sujet-là, juste peut-être revenir, on est quand même dans une dynamique, pour ceux qui ne savent pas trop comment fonctionnent les outils de l'amiable et autres, quels sont les outils qui existent. On a la procédure participative. En fait, l'idée, c'est de considérer que par deux avocats, puisque c'est le monopole des avocats, deux avocats sur un problème donné, en sachant que ce problème peut aujourd'hui avoir différentes facettes. C'est-à-dire qu'avant, c'était quand même limité, on ne pouvait pas agir en matière du droit du travail, par exemple, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a eu pas mal d'évolutions qui font que on peut utiliser cette procédure participative dans n'importe quel domaine d'activité, et que ce soit avant la saisine du juge ou après la saisine du juge, qu'on appelle procédure participative de mise en état. Et l'idée, c'est de confier aux avocats un outil procédural, un contrat de procédure dans lequel chacun va se donner une durée pour estimer combien de temps ensemble on considère qu'on a besoin pour régler ou tenter de régler le sujet, le problème que l'on va bien circonstancier, c'est-à-dire on va fixer l'objet de notre litige et dire voilà ce à quoi nous allons devoir répondre dans le temps que nous avons imaginer ensemble devoir être nécessaire pour pouvoir résoudre ce litige-là, avec les pièces qui sont nécessaires d'échanger pour pouvoir, et ce de manière impérative sous peine de nullité du contrat, pour pouvoir tenter de régler le problème, et à l'avocat et aux avocats de construire leur mode opératoire, c'est-à-dire comment ils vont arriver à faire émerger cet accord par des réunions, par des échanges, voilà. Donc c'est comme un contrat cadre en fait, dans lequel les avocats vont penser leur litige et vont penser la résolution de leur litige, que ce soit en amont de la saisine du juge ou alors même que le juge est déjà saisi, avec du coup un rythme à poser entre la mise en état et les dates de mise en état. Est-ce que on se cale sur au niveau des dates sur la date de saisine sera la date de plaidoirie, et du coup on organise notre temps en fonction de cette date-là, ou pas, on sort le dossier et on continue à faire notre propre mise en état du dossier tout en tentant de régler et d'aller chercher du coup des compétences extérieures. J'ai besoin d'un expert, j'ai besoin d'un pédopsychiatre, j'ai besoin d'un notaire, j'ai besoin de tout ce qui peut aider à la résolution du problème. Donc on est dans cette dynamique-là. On est en 2010, 2012, on a eu plusieurs moutures qui ont changé, qui ont fait évoluer la procédure participative, et vous arrivez là, devant Madame Taubira, en disant il faut un nouvel outil, l'acte de procédure d'avocat. Et
Et la logique de ce que vous dites, vraiment, c'est donner les clés à l'avocat du 21e siècle pour l'aider à faire émerger ces accords. Comme si, en fait, il n'y avait pas assez de matière. Oui. Ah. Vous pouvez vous expliquer là-dessus? Oui, tout à fait. En fait, moi, quand je découvre la procédure participative, évidemment, je trouve ça extrêmement intéressant. Mais au fond, la procédure participative avant la loi J21 du 18 novembre 2016, donc là, on est à peu près en 2013, eh bien, pour moi, c'est un peu une coquille vide. Alors, c'est un peu sévère de dire ça. Non, vous pouvez le dire, c'est partagé. Cette procédure, et notamment, il y a une avocate pour laquelle j'ai une grande admiration qui s'appelle Maître Poivet-Leclerc qui a porté sur les fonds baptismaux cette procédure. Et donc, à cette époque, cette procédure, elle a le mérite d'exister. Oui. Voilà. Alors, elle est évidemment, elle a une filiation avec le droit collaboratif, mais comme le droit collaboratif suppose le déport de l'avocat, si jamais on est obligé de venir devant le juge, parce que il n'est pas pensable de devenir des ennemis lorsqu'on a collaboré à la solution du litige, à la recherche de la solution du litige, eh bien, on se dit qu'en droit français, en France, si on impose ça aux avocats, ça marchera jamais. Et c'est de là qu'on crée la procédure participative, où là, il n'y a pas de déport, mais du coup, on en change complètement l'esprit. Ça n'a plus rien à voir, puisque le déport, c'est la question clé. Oui, c'est un des piliers du processus collaboratif. L'avocat ne peut pas être schizophrène. Exactement. Il ne peut pas être dans la bienveillance pendant un certain temps, puis ensuite être l'adversaire plus tard. Donc, ça dénature complètement le droit collaboratif. Mais du coup, c'est autre chose. C'est un autre outil qu'on crée en droit français, malgré cette filiation, ça devient complètement autre chose. Mais cet outil-là, c'est un peu comme moi, quand je présente la procédure, je dis c'est un peu une cage de Faraday, c'est-à-dire que vous rentrez dans un espace où vous êtes protégé contre les différents délais qui peuvent jouer contre vous lorsque vous voulez vous donner du temps pour résoudre votre affaire de façon amiable. Sauf que vous n'avez pas d'outils. Bien sûr, vous pourriez demander à un médiateur d'intervenir. Bien sûr, vous pouvez aussi demander à un expert d'intervenir. Mais au-delà de ça, vous n'avez pas d'outils pour résoudre amiablement votre litige. Vous-même, sauf à faire appel donc à des tiers. Alors, c'est en ça que je dis que c'est un peu une coquille vide. Et l'acte de procédure contresigné par avocat, ça va être le contenu. Alors, j'en ai pas une vision très claire à ce moment-là. Je pense que les deux peuvent coexister et se marier en quelque sorte utilement, mais j'en ai pas une vision très concrète. Et pour tout vous dire et dire vraiment les choses en toute clarté, eh bien, le ministère est contre. Il est contre la création de l'acte de procédure contresigné par avocat. Et pour deux motifs que j'ai pas su tout de suite, parce que moi je pilote un groupe de travail au vu et su de la chancellerie, mais pas du tout missionné par la chancellerie. Et on réfléchit avec des avocats, une professeure de droit, l'association droit et procédure, et des magistrats qui sont désignés par le premier président de la Cour d'appel de Paris, donc forme un groupe de travail, et on essaye de rédiger le projet de texte sur l'acte de procédure contresigné par avocat. C'est passionnant ce groupe de travail, mais le produit n'intéresse pas la chancellerie. Et deux raisons ont finalement été évoquées, mais un peu tardivement. La première, c'est que la procédure participative existe déjà et que les avocats s'en emparent pas. Si on crée encore autre chose à côté, ça va être encore une occasion de brouiller les choses, ils s'y retrouveront plus, et donc finalement, il vaut mieux rester en l'état et attendre qu'ils se saisissent de la procédure participative pour ensuite éventuellement créer quelque chose. Puis la deuxième raison, c'est de dire, en fait, si les avocats veulent mettre en œuvre des actes de procédure contresignés par avocat, ils le peuvent, puisque l'acte d'avocat existe. Ils ont qu'à l'appliquer à la procédure.
Alors évidemment, ces deux arguments ne tiennent pas la route, à mon sens. Le premier, en fait, l'idée, c'est de donner un contenu, à la procédure participative, et donc c'est d'associer les deux. L'un renforce l'autre. L'un ne vient pas en concurrence de l'autre, il vient au contraire se renforcer. Et puis le deuxième argument consistant à dire les avocats peuvent le faire, non, ils le feront jamais si c'est pas dans le texte. Évidemment, derrière, il y a l'épée de Damoclès de la responsabilité professionnelle. Ils n'iront jamais sur ce terrain si les textes ne les y invitent pas. Donc les deux arguments ne tiennent pas. Et dans une ultime réunion d'arbitrage au cabinet du ministre à laquelle je suis convié, finalement, le cabinet décide de créer l'acte de procédure contresigné par avocat, mais de le créer dans la convention de procédure participative. C'est là qu'il prend naissance, donc dans le code civil, puisque le contrat de procédure participative, c'est un contrat spécial dans le code de procédure civile, alors qu'il est un mode amiable dans le code de procédure civile. C'est un peu curieux, mais ça montre tout le pragmatisme qu'il y a dans la création de cet acte. Peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait clarifier les choses si on veut modifier les textes, mais en tout cas, à mon avis, à l'heure qu'il est, il y a tout dans les textes, mais pas à l'époque. Et donc, la loi J21 crée l'acte de procédure d'avocat dans le code civil, mais dans la convention de procédure participative. Et un décret du 6 mai 2017, qui est le décret d'application de cette partie-là de la loi J21, entre autres, vient dire... parce qu'il doit intervenir ce décret d'application, notamment pour fixer la liste des actes de procédure contresignés par avocat. Et là, il vient donner une liste en disant heureusement notamment, donc la liste n'est pas limitative, donc les avocats sont invités à faire... Soyons créatifs. À être créatifs, mais quand même, dans cette liste, on n'y retrouve plus les actes d'administration amiable de la preuve. Et c'est extrêmement décevant, puisque tout ça pour ça, inventer l'acte de procédure contresigné par avocat pour dire on va faire un contrat pour échanger nos écritures, ben, c'était pas la peine de le créer pour ça. On pouvait le faire, là pour le coup, sans difficulté. Donc c'est une vraie déception à ce moment-là. Et il y a une deuxième raison à cette grande déception avec le décret du 6 mai 2017, c'est que, en plus, l'acte de procédure contresigné par avocat est bloqué dans la procédure participative. Or, il y a une chose que personne ne voit à cette époque, donc quand on réfléchit à tout ça, c'est qu'en réalité, pour conclure une convention de procédure participative, qui est l'acte 1 de tout le processus, eh bien, il faut s'être beaucoup parlé. Et comment on se parle si on n'a pas de cadre? Et l'acte de procédure contresigné par avocat, c'était un cadre, c'était un ensemble de petits actes qui permettaient d'amorcer la pompe et notamment de définir l'objet du litige. Parce que déjà, se mettre d'accord sur l'objet du litige, eh bien, c'est déjà un premier accord. Sur quoi on est en désaccord? Sur ça. Et pouvoir se dire ça, c'est se parler d'abord. Et comment on se parle? Il faut un cadre. Et l'acte de procédure contresigné par avocat offre ce cadre, sauf qu'il était emprisonné dans la convention. Et donc, on ne pouvait pas l'utiliser ni avant, ni à côté. Et du coup, eh bien, notre affaire ne pouvait pas démarrer. C'est-à-dire que là, on avait un beau moteur, simplement une belle pompe, si je puis dire, simplement pour l'amorcer, mais on n'avait pas l'outillage. Et donc, ça ne servait à rien. Et alors, tout ça est repris par la direction des affaires civiles et du Sceau avec une nouvelle équipe qui s'intéresse au... Et donc, à ce moment-là, moi je suis interviewé et j'explique. Il faut comprendre que l'acte de procédure contresigné par avocat est l'outil qui va permettre de préparer la convention de procédure participative. Et donc, faut cesser de l'emprisonner dans la convention de procédure participative. On peut l'y laisser, bien sûr, mais il ne faut pas que ce soit exclusif. Il faut qu'on puisse s'en servir à l'extérieur aussi. Et à partir de là, eh bien, on a fait le décret du 11 décembre 2019 qui, lui, libère en quelque sorte l'acte de procédure contresigné par avocat, d'une part, et d'autre part, en étant la liste, et notamment
en y intégrant tout ce que le groupe de Delmas-Goyon pensait y mettre, c'est-à-dire les actes d'administration amiable de la preuve. Voilà. Et donc, du coup, en 2019, c'est à partir de ce moment-là où on voit la liste, c'est-à-dire se déplacer sur les lieux, pour pouvoir aussi avoir un témoignage, désigner un expert. Exactement. Avec toute la force aussi de ces actes-là, c'est-à-dire que ça s'impose au juge. C'est-à-dire que si, imaginons, soyons du coup imaginatifs et concrètes, c'est-à-dire que concrètement, vous êtes dans une expertise, c'est la logique des petits pas, ce que vous expliquez. Exactement. C'est si on est sur une problématique de construction, vous dites, avant peut-être d'aller sur un contrat de procédure participative où il faut se mettre d'accord sur le désaccord et puis se faire confiance et puis commencer à œuvrer dans un contrat de procédure participative au règlement et la résolution du problème, peut-être déplaçons-nous, allons voir sur les lieux, faisons des constats ensemble, voyons ce que chacun voit et voir quelle est peut-être une réalité objective et puis peut-être désignons un expert et on est allé très loin après par la suite parce que là dernièrement, ne serait-ce que sur la dernière réforme sur la formule exécutoire, on a vu que aujourd'hui, par le biais de l'acte de procédure d'avocat, quand on a un acte de procédure d'avocat de désignation d'expert, par exemple, aujourd'hui c'est la même force qu'un rapport d'expertise judiciaire. Donc on donne une force très importante à ces actes de procédure d'avocat et toujours dans cette logique de petits pas. Si on est sur... Si je peux me permettre de vous couper, du coup, je rebondis sur plusieurs choses que vous avez dites qui me paraissent très importantes. D'abord, le problème, c'est comment on initie le processus procédure participative. Eh bien, les actes préparatoires, il y en a deux qui fonctionnent de façon magique. Hein. Je le dis parce que je l'ai expérimenté. Le premier, alors vous allez me dire, il y a une parenté avec le droit collaboratif. Et en fait, dans mon esprit, tout est arrivé en même temps. Hein. Enfin, l'idée, elle était là, mais comme j'étais formé au processus collaboratif, j'ai fait des emprunts dans mes propositions, j'ai fait des emprunts au processus collaboratif. Et le premier acte à faire, c'est de convaincre les parties qu'on va les auditionner ensemble. Donc, on va les écouter tour à tour, présenter leur litige, raconter leur litige. Voilà. Et alors là, c'est déjà quelque chose que les avocats habituellement ne savent pas faire. Pourquoi ? Parce qu'ils reçoivent leurs clients commence à leur raconter une histoire, et là, tout de suite, ils mettent en mouvement leurs réflexes professionnels, article 145 du Code de procédure civile, etc. etc. En fait, ils n'écoutent pas pleinement. Hein. Ils mettent en route leurs réflexes professionnels, leur mécanisme appris de longue date, alors que dans un premier temps, il faut taire ces réflexes. Il faut écouter. D'où la notion d'écoute active. Ça s'apprend. Moi, je dis aux avocats, mais formez-vous. Ça s'apprend, ça s'invente pas. Enfin, ça prend trop de temps à inventer. Ça va plus vite de se former. Et donc, dans un premier temps, on écoute les parties successivement. Mais dans un cadre qui est évidemment régulé par la présence des avocats. Et donc, on a fait un premier acte de procédure d'avocat, qui est un acte d'audition des parties. On a convaincu les parties qu'elles s'écoutent mutuellement et qu'on va prendre leur audition, qu'on va noter ce qu'elles disent. Elles sont d'accord. Parce que pourquoi elles seraient-elles en désaccord avec ça ? Et donc, cet acte d'audition des parties, il a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est un intérêt pédagogique. C'est-à-dire que jusque-là, les parties ne se sont pas écoutées. Un conflit, c'est un problème de communication. C'est des gens qui ne se parlent pas ou qui ne s'écoutent pas. Et donc, pour la première fois, ils vont être mis dans un cadre régulé par les avocats où ils vont s'écouter. Et dans bien des cas, ça c'est vraiment l'enseignement du processus collaboratif, dans bien des cas, chacun va découvrir que l'autre souffre. L'autre qui était un être abject, en fait, c'est un autre moi qui souffre comme moi du litige. Et ça change tout.
évidemment, ça change complètement la vision du litige. Et souvent, le simple fait de s'écouter, la solution est déjà là. Alors, en tout cas, ça crée un état d'esprit, une situation dans laquelle on va pouvoir échanger. Voilà. Mais à ce stade, c'est pas le but. À ce stade, on recueille les auditions des parties. Et c'est là le deuxième intérêt. Le premier, donc, c'était pédagogique. Le deuxième, il est juridique. C'est qu'en fait, on va pouvoir, en les superposant, déterminer l'objet du litige. Et ce litige, on ne va pas l'inventer. Ce ne sont pas les avocats qui vont l'inventer. C'est-à-dire que les avocats vont faire tout le contraire de ce qu'ils font d'habitude. C'est ça que je me plais à leur expliquer. Parce que qu'est-ce qu'ils font d'habitude? Ils prennent un petit litige qu'on vient leur exposer et ils arrivent devant le juge quelques mois après. C'est devenu un gros litige. Et ils sont contents puisqu'ils y ont mis toute la passion de leur métier, c'est-à-dire ils ont soulevé des exceptions, ils ont soulevé des fins de non-recevoir, ils sont allés chercher des textes en creusant profondément dans leurs ouvrages d'Alloz, etc., etc. Et ils sont fiers d'avoir transformé ce petit litige en grand litige. Mais en réalité, ils se sont éloignés du problème de base. Et donc là, ils vont faire exactement tout l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le litige comme les parties le leur ont présenté et ils ne vont pas l'inventer à leur place. Et à partir de là, on va définir l'objet du litige, c'est-à-dire le litige des parties. Pas c'est comme que les avocats inventent autour de ce que leur disent les parties. C'est comme s'il y avait une externalisation de ce temps judiciaire, si je reviens sur l'idée du tribunal d'instance, où vous êtes là en tant que juge conciliateur, vous êtes face aux gens, face aux parties, face aux gens qui expriment leur histoire et qui posent une histoire avec quelqu'un qui les écoute. Et alors ça peut être le juge aux affaires familiales, avant sur les audiences de tentative de conciliation, même si ça a été par la suite dénaturé, on était là pour recueillir les mesures provisoires et recueillir le consentement ou non au principe de la rupture. Il y a plus ce temps-là judiciaire. Déjà, on n'a plus le temps devant le juge consacré à ça. Ça reste quand même très compliqué compte tenu de l'engorgement des tribunaux. Mais voilà, c'est un temps d'écoute. Et du coup, je comprends en plus du fait de votre formation au processus collaboratif, on comprend que la première étape du processus collaboratif, c'est le récit. C'est pouvoir s'écouter, c'est s'entendre, c'est permettre à l'autre d'entendre, mais par la voix aussi des avocats qui sont là, présents et formés, qui peuvent faire le relais et qui, du coup, permettent de faire émerger l'histoire. Et parfois, l'écoute permet de se rendre compte que l'écoute par chacun permet à chacun de se rendre compte que il n'y a pas une réalité, il y a plusieurs réalités, il y a plusieurs façons de voir les choses et que c'est pas grave, mais en tout cas, ça permet déjà de s'entendre sur une difficulté, une problématique. Donc pour vous, l'acte d'audition, c'était cette partie-là, comme le récit, en fait, permettre à ces personnes de pouvoir s'exprimer et d'avoir un temps d'expression à un moment donné. C'est ça, elles vont s'exprimer d'un côté et s'écouter de l'autre. Voilà. Ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, la deuxième chose importante, c'est que le litige, ce sera le leur, pas celui que les professionnels inventent à leur place. Oui, en effet. Quand je dis invente, je suis un peu dans l'excès. Mais parfois, ça peut exister. Ça peut exister parfois. C'est pas le cas de tous. Mais en effet, c'est aussi le job de l'avocat que de présenter l'histoire et l'embellir de la plus belle façon qui soit pour qu'elle puisse être convaincre, pour qu'elle puisse emporter la conviction du tribunal en fonction d'une histoire. Donc, on va chercher. On va travailler sur nos biais de confirmation, hein. C'est-à-dire, là, on utilise nos biais de confirmation. Mais là, il s'agit de rendre aux justiciables, enfin donc aux clients, leur litige. C'est le leur. Voilà. Laissons-leur leur litige. Voilà. Oui, parce que parfois. On va travailler après dessus, mais pour l'instant, laissons-leur leur litige. Donc, en fait, on va le cibler, le litige, et on va en définir le contour. Et ça, c'est important.
puisque dans bien des litiges, en fait, on met des bûches dans le feu. Puisque tu commences à me parler de ça, alors du coup, moi, je vais ressortir un autre truc. Et ça, tu m'avais pas dit, tu ne le dis pas, ça, qu'il y a 3 ans, tu as fait telle chose, etc. Et puis, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Et en fait, les choses empirent au lieu évidemment de s'apaiser. Et puis parfois, on se rend compte, excusez-moi, je me permets, mais parfois on se rend compte que derrière un problème, c'est pas ça le problème. Enfin, parfois c'est pas ça le problème, c'est autre chose. Alors c'est pas le petit pull rouge. On a un petit exemple quand j'emprunte ça d'une de mes consoeurs et amies. Catherine Bourgabif, en formation, elle évoquait ça quand elle formait au processus collaboratif. Elle dit, c'est pas le problème du petit pull rouge qui n'est pas mis dans la valise le dimanche soir, où vous avez l'appel de la maman le lundi matin qui se plaint de... Non, c'est pas ça en fait. C'est pas le problème du petit pull rouge. C'est les problèmes de reconnaissance, de respect, d'écoute. Donc parfois, ça permet de décaler aussi des choses qui sont présentées à nous, avocats, comme étant le problème, et qui n'est pas, au fond, le problème. C'est ça, exactement. Par contre... Oui. Pardon. Je pense que le fait d'écouter les parties, justement, ça va permettre... alors, parce qu'il ne s'agit pas que les avocats soient taisants. Ils sont taisants dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ils posent des questions. Mais des questions neutres, c'est-à-dire... comme dans le processus de l'écoute active, on essaye de tirer le va chercher le sous-jacent. Voilà, sans influencer. Et du coup, il faut que les avocats se mettent bien d'accord. C'est pour ça qu'il faut, comme en processus collaboratif, il faut une déontologie renforcée. Une certaine éthique. Être d'accord sur des règles, évidemment, qui doivent être respectées. Sinon, on met à néant évidemment le processus. Donc, ce qu'il faut, c'est que les avocats soient animés à ce stade de la volonté de comprendre, pas d'autre chose, de comprendre simplement. Et puis à partir de ce moment-là, donc ils sont dans une attitude qui aide chacune des parties à s'exprimer pour que les choses se disent. Et voilà, une fois qu'elles seront dites, en fait, c'est là qu'on va voir le contour du sujet. Si l'exercice est bien fait, qu'il est fait dans la bienveillance à ce stade, dans le respect des personnes, encore une fois, les règles auront été fixées à l'avance pour que ça se fasse comme ça, eh bien, normalement, on va avoir vraiment le contour peut-être du conflit, et au-delà du litige initial qui avait initié peut-être la procédure judiciaire si on est en aval de la saisine du juge, ou qui avait initié le fait qu'on aille consulter un avocat. Voilà. Donc ça c'est vraiment très très important. Et ensuite, on peut compléter par un transport sur les lieux pour visualiser. Et dans ce transport sur les lieux, ce qui est important, là aussi, il faut de la méthode. Et pour des raisons, là encore, un peu pédagogiques, on va se mettre d'accord sur ce que n'est pas le litige. Et donc, dans ce que je raconte dans l'audition par la ministre, le mur mitoyen dans lequel il y a des fissures, eh bien, on peut commencer par constater que sur tout un pan de mur, il n'y a pas de fissure. On est d'accord bon, là, il n'y a pas besoin d'être grand clair, hein, le bon sens suffit. Il suffit de regarder, il n'y a pas de fissure. Bon, on l'acte. On est d'accord au moins là-dessus. Et puis ensuite, on va aller sur ce qui est pas contestable. Et donc, incontesté, parce que c'est pas contestable. Il y a un problème, mais il n'est pas contesté. Donc ça, on va l'acter aussi, pour vraiment cibler le litige. Puis après, on va peut-être arriver à un point pour se dire là, on ne sait pas. Là, on peut rien constater parce qu'on ne sait pas. Et ben, on dira dans l'acte dans la convention de procédure participative que là, on a besoin d'un expert, d'un sachant, qu'on consultera selon des modalités qu'on va définir. Voilà. Vous voyez, on constate tout ce qu'on peut constater, puis on s'arrête au moment où on ne peut plus constater parce qu'on a besoin d'un éclairage professionnel. Mais on l'acte tout ça. Voilà. Et à partir de là, on tient notre convention de procédure participative. On peut la rédiger. On peut à la fois définir l'objet du litige,
mais aussi, tenant l'objet du litige, on en déduit l'objet de la preuve, et du coup, on va se mettre d'accord sur les modalités d'administration de la preuve. Et on a tout ce qu'il faut pour conclure notre convention de procédure participative. Là où je vous rejoins, c'est qu'on a en effet tout ce qu'il faut pour pouvoir œuvrer à la recherche d'un accord. On a énormément d'outils aujourd'hui qui nous permettent. Alors c'est large. Il y a aussi des choses qui peuvent être, qui seraient perfectibles. Et on peut pas débattre de toutes les situations parce que il faudrait appliquer ce que je comprends, enfin ce que je fais d'ailleurs tous les jours, mais ce que peut-être les avocats n'ont pas saisi, c'est que un problème, une situation, un litige demande forcément à ce que aujourd'hui on pense la résolution du conflit et donc qu'on pense la construction de notre process, de notre contrat de procédure, ce qu'on va y mettre, pourquoi, dans quel intérêt, aller chercher l'accord auprès de l'autre pour pouvoir co-construire ensemble. Et là, on a une présentation, par exemple, sur un conflit sur une fissure d'un mur, et c'est sûr qu'à les constater, on peut comprendre, à faire un acte de procédure d'avocat pour faire un constat sur place. Ben, quel est l'intérêt pour le confrère ou l'avocat? C'est d'éviter d'aller saisir un juge pour demander la désignation, pour pouvoir faire un constat, pour pouvoir faire une expertise. Si on a une problématique de preuve, quelle qu'elle soit, si j'ai des difficultés très ardues dans une famille et que j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que cet enfant soit en situation de difficulté et qu'on soit prêt à saisir le juge des enfants tellement c'est grave, ben, on va choisir d'aller comprendre et de désigner une expertise médico-psychologique et on va pas passer par le juge qui, du coup, peut être aussi avoir sa propre avis de la situation. Je donne comme exemple dernièrement sur une situation devant le juge aux affaires familiales. J'avais proposé une enquête sociale soit faite avec une expertise médico-psychologique. Et le magistrat ne comprenait pas l'intérêt d'une enquête sociale qui considérait que c'était la même chose qu'une expertise médico-psychologique. J'étais pas de ce même avis-là. Parce que dans une enquête sociale, on va chercher autre chose bien plus loin dans les rapports. On va chercher l'école, on va chercher les éléments médicaux, on va chercher les grands-parents, ce que l'expertise médico-psychologique ne fait pas. Mais c'était sa conviction, c'était son intime conviction. Donc du coup, il y a une barrière qui m'empêche, moi, là, à ce moment-là, de pouvoir comprendre la situation de manière plus globale. Alors que si on l'avait décidé ensemble avec l'avocat, on aurait fait un acte de procédure d'avocat, de désignation, d'une enquête sociale et d'un expert médico-psychologique. Tout ça, du coup, pour rebondir un petit peu, parce que on pourrait débattre sur le sujet et faire qu'une formation sur ces techniques, ces choix, c'est comment monter son dossier à la résolution amiable, on voit quand même que ça dépend de la volonté de résoudre le litige. Oui. Et le constat qu'on peut faire aujourd'hui quand même, c'est que c'est quand même extrêmement peu développé. Oui. Depuis 2010, la procédure participative, ça ne décolle pas. L'acte de procédure d'avocat non plus. Alors c'est quand même aussi nouveau, plus nouveau que la procédure participative. Et puis on renforce sa force en fait par des réformes aussi qui jouent beaucoup sur l'intérêt aujourd'hui pour un confrère de faire un acte de procédure d'avocat, pour des confrères de faire un acte de procédure d'avocat. Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous, de votre côté, sur les freins à l'émergence de tout ça? Qu'est-ce que vous pourriez évoquer? D'abord, il y a un constat incontournable quand j'interviens devant un groupe d'avocats. J'ai un peu rodé mon discours. Au début, il était un peu dans la délicatesse, etc. Et puis après, il est devenu un peu plus brutal. Pourquoi? Parce que il faut marquer les esprits. Et alors, comment je marque les esprits? J'explique aux avocats qui sont là. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Très mauvaise. Vous êtes morts.
j'entends professionnellement mort. Je laisse un peu de temps pour que les gens réagissent. Certains se disent, le premier président ou le président que j'étais il y a quelques années encore, il va pas bien dans sa tête, là, il est en train de... Et après, je m'explique. Je veux dire, vous êtes démographiquement mort. Pourquoi? Parce que les avocats, vous augmentez tous les ans, votre profession prend 4% de plus d'avocats par an. Donc, vous êtes dans une croissance continue. Et il faut que vous puissiez vivre tous. Le problème que vous êtes, alors je parle des avocats du judiciaire, hein, je ne parle pas des avocats qui sont plutôt dans le conseil. Et bon, c'est une autre, évidemment, une autre façon d'exercer le métier. Mais pour les avocats du judiciaire, le problème que vous rencontrez, c'est que vous êtes rémunéré à l'occasion de la décision de justice. Bien sûr, vous pouvez prendre des provisions, etc. Mais enfin, à un moment donné, votre client, il attend une décision de justice. Donc, si elle ne vient pas, cette décision de justice, vous ne justifiez pas auprès de votre client vos honoraires. Or, les tribunaux sont engorgés. Donc, il y a un goulot d'étranglement là. Vous êtes toujours plus nombreux et la capacité de produire de la décision de justice, elle n'augmente pas. Et le troisième intervenant dans tout ça, donc il y a l'avocat, le juge, mais quand même le troisième intervenant qui en réalité est le premier, c'est le justiciable potentiel. Ce sont les citoyens qui se disputent, qui ont des conflits, parce que c'est normal d'avoir... tant que l'homme est l'homme, sera l'homme, l'humain, il y aura toujours des conflits. Et donc, à un moment donné, il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux, puisque la machine est engorgée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous, avocat, vous allez mourir de faim. Je m'explique sur la mort professionnelle, vous allez mourir de faim. Nous, magistrats, c'est pas mieux, on va mourir d'épuisement. On commence déjà, d'ailleurs. On commence. La pandémie a quand même fait... c'était pas que un signal d'alerte comme le père Fouettard qu'on agite devant les enfants. On l'a vécu, cette situation, et on le vit aujourd'hui. Pendant que les avocats meurent de faim et que les magistrats meurent d'épuisement, les citoyens, eux, ils continuent de se battre. Il y a plus personne pour s'occuper d'eux. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut sortir de cette triangulation infernale. Et il n'y a qu'une seule façon d'en sortir, dans ce triangle. C'est que les avocats soient capables de piloter le règlement du litige sans le juge et ne réserver l'appel au juge que leur dire que les avocats, ils ne sont même pas assez nombreux, on peut encore recruter davantage. Les juges, ils ont le temps de se pencher sur les affaires que les avocats ne peuvent pas résoudre. Et puis, les citoyens, ils ont quelqu'un pour s'occuper, pour régler leur litige. Voilà. Donc, et là, ça fonctionne. Donc, l'avenir, c'est la procédure participative, c'est sûr. Pour l'instant, c'est pas compris. Il faudra que des avocats meurent de faim, il faudra que des magistrats meurent d'épuisement, mais à un moment donné... On en est là quand même, donc on va essayer de faire en sorte. Évidemment, tout ça, je brosse un portrait qui est fait pour interpeller, mais je suis sûr que l'avenir plaide pour la procédure participative, parce que ça ne peut pas être autrement. Vous voyez, sinon c'est l'impasse. Et à votre avis, quels sont les freins et les ingrédients qui manquent? C'est une impasse acteur du triangle. Alors après, il y a cette prise de conscience qui n'est pas là, parce que les outils sont là. On peut peut-être les perfectionner, les huiler, etc. Mais il y a un problème culturel au départ. C'est que la plupart des avocats, heureusement pas tous, mais parce qu'il y a des pionniers, mais la plupart des avocats sont persuadés, et ça c'est culturel, que l'intérêt de leurs clients, c'est qu'ils se battent bec et ongle, jusqu'à ce qu'on fasse rendre gorge à l'adversaire. Et donc cette conception, cette réflexion sur l'intérêt du client est vraiment une réflexion passéiste. Il y a cet aspect-là de l'avocat combattant. Oui. Celui qui est là aux côtés de son client et qui va aller chercher pour défendre comme une posture de sauveur. Voilà, c'est... Ouais.
et oui, c'est passéiste. Ce qu'il y a, c'est qu'on laisse toujours des plumes. C'est ça. C'est-à-dire, dans cette posture, l'avocat ramassera des honoraires, il aura l'impression d'avoir fait son travail, mais quand il va se retirer, l'avocat, en fait, il va laisser un champ de ruines. Le conflit à la base du litige ne sera pas résolu. Les positions se seront aggravées dans leur hostilité mutuelle. Alors quand c'est en plus dans un contexte familial, c'est pire que tout. Là, ça fait des dégâts, véritablement des dégâts. Voilà. Donc c'est en cela que je dis que un changement culturel. Voilà, la réflexion sur l'intérêt de son client, vous voyez, au départ, il y a une réflexion déontologique qui, à mon avis, doit être approfondie, véritablement. Hein. Oui. C'est-à-dire c'est quoi notre métier aujourd'hui? Je crois qu'au-delà de la déontologie et de l'éthique et de nos valeurs qu'on peut partager ou pas, parce que c'est chouette d'être combattant et d'être pugnace, mais c'est chouette de pouvoir le mettre au service de quelque chose qui est peut-être plus grand que simplement gagner. C'est ça la difficulté, c'est que ce soit justiciable ou que ce soit avocat, hein, il y a aussi des personnes qui sont dans cette dynamique de je vais me battre et je vais aller chercher la voix du juge ou la voie judiciaire pour gagner, pour que je sois entendue. Et donc, cette démarche-là, elle est humaine, elle est compréhensible, elle est justifiable. Maintenant, c'est quel est le rôle c'est là où je vous rejoins sur le changement de paradigme, l'acculturation et sociétale et aussi de notre profession. C'est quel avocat pour demain, pour une justice où en fait on rêve. C'est un rêve que je partage, donc je dis on rêve tous les deux de la même chose. C'est d'une justice qui puisse éventuellement intervenir pour aider à la construction de l'accord. Vous parlez de juge d'appui et la procédure participative de mise en état, l'acte de procédure d'avocat peut-être moins, mais la procédure participative de mise en état où donne ce rôle-là du juge d'appui, peut être là aussi en tant que juge d'appui, ou le juge qui est là pour dire le droit quand il n'y a plus de solution ou pour protéger. C'est un pilier démocratique, notre justice, donc il est là aussi pour protéger, pour dire, pour trancher en droit, parce que le droit, malgré tout, c'est juste. Ce sont des valeurs communes qu'on a posées, des règles communes qu'on a posées. Et même si ça reste parfois injuste dans certaines situations, c'est notre règle, c'est la limite. Il faut pouvoir aussi la poser à un moment donné parce que c'est protecteur. Oui. Moi, je parle de juge régulateur social. Oui, tout à fait. Par les pacificateurs. Il y a cette notion sur laquelle je vais revenir, mais il y a, comment dirais-je, il faut bien comprendre que les modes amiables, et en particulier la procédure participative, ça ne fait pas sortir du droit. En réalité, c'est un ensemble d'instruments juridiques qui sont offerts pour la résolution amiable du litige. Hein. Et en fait, c'est un cadre juridique, c'est un cadre procédural, c'est un cadre processuel, mais qui est régi par le droit et qui est ponctué d'accords. Les accords s'appellent des contrats. C'est des petits contrats dont on tire une force, donc une force probante notamment, une force opposable au juge. Quand on avance dans la résolution du litige, on demande au juge de respecter les petits accords qu'on a déjà passés. Et si on lui demande de statuer, c'est sur le résiduel, mais pas de revenir sur les accords qu'on a déjà passés. Donc, en fait, il y a un cadre. On pense que le mode amiable, c'est sortir du droit. Et là, je réponds aux avocats. Je sors d'un colloque d'ailleurs, sur les nouvelles figures contractuelles du procès civil. J'ai eu la chance de pouvoir animer une table ronde sur ce sujet. Eh bien, la conclusion de ce colloque, c'était que le mode amiable sort du droit, mais il est rattrapé par le droit. Voilà. Et donc, c'est le droit qui offre un cadre de l'amiable. Et donc, on reste entre professionnels du droit. Donc,
même s'il faut qu'on étende le champ de notre savoir-faire pour avoir une approche humaine des choses, le droit reste le cadre. Et donc, on reste dans une affaire de professionnel. C'est important de le dire parce qu'on pense souvent que les modes amiables, si on utilise des outils amiables, c'est que on fait pas du droit, on est dans l'équité et autres. C'est une erreur de penser ça. C'est une erreur. Donc, le frein, c'est un problème d'acculturation, en fait. Oui, c'est vraiment, c'est pour ça que moi, dans ma démonstration tout à l'heure, je parle de l'intérêt du client parce que je sais que c'est la base, ce que doit rechercher l'avocat, c'est ça, il se bat pour ça. Mais il y a la compréhension. Il faut vraiment, c'est une notion qu'il faut travailler. Et ça, je m'en suis rendu compte dans d'autres domaines, comme par exemple celui des hospitalisations sous contrainte, où j'avais en face de moi, quand j'étais JLD, je me suis passionné pour cette question et du coup, je prenais des audiences, j'étais président de ma juridiction, mais je prenais des audiences en tant que JLD dans les hôpitaux. Et j'avais en face de moi des avocats qui voulaient absolument sortir le malade. Et c'est pas forcément son intérêt de sortir, parce que justement, son problème, c'est qu'il ne peut pas consentir aux soins. C'est sa maladie, c'est une manifestation de sa maladie, il ne peut pas consentir aux soins. Et l'avocat conçoit son rôle, et j'en ai parlé avec beaucoup d'avocats, comme devant être celui qui, son client veut sortir, donc moi je me bats pour qu'il sorte. Après, qu'il soit sur le trottoir en pleine crise schizophrénique, c'est pas, il a fait son travail. Mais moi je dis non. Non, il doit être capable de prendre du recul. Et vous voyez, même sur ce cas extrême, eh bien, on a des discussions sans finir sur l'intérêt du client. Eh bien, dans des cas beaucoup, a fortiori, dans des cas moins dramatiques, si je puis dire, eh bien, il y a la place pour une vraie réflexion sur l'intérêt du client. L'intérêt du client, c'est pas d'abonder dans ce qu'il demande au départ, c'est de l'amener, il faut se former pour ça, d'être capable de l'amener à prendre en compte quel est son intérêt, quel est son besoin. La très bonne définition de l'intérêt et du besoin, la différence entre le besoin et l'intérêt, et puis aussi une certaine vision de ce qui est, pas ce qui est juste, mais vous parliez tout à l'heure je trouve que ça va au-delà de toutes ces questions, comment dire. En fait, j'ai le sentiment quand même que y a derrière la volonté de faire en sorte que on œuvre tous ensemble autour de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que la justice, d'un bien commun, de parler tout à l'heure de paix, de pacification des relations et tout ce qui anime les personnes qui travaillent avec ces outils de l'amiable et qui en font la promotion et qui pensent à une autre façon d'œuvrer et de rendre la justice. Il y a derrière cette idée de partager une société avec beaucoup plus de paix, de joie, d'amour et de ne pas être dans un cercle de violence constant en fait. De la violence apporte la violence, l'insatisfaction apporte l'insatisfaction. Il y a quand même cette idée-là, donc il y a un changement d'acculturation. Enfin, il y a une acculturation, il y a un changement de paradigme des places de chacun aussi, de cette vision de ce que doit être un juge, de ce que doit être un avocat. Comment on peut du coup en sortir de ça? Alors, moi, quels seraient les conseils que vous donneriez? Oui. Voilà. Moi, je crois beaucoup à la formation. Et puisque j'étais frappé, une anecdote, mais extrêmement parlante, quand je me suis formé au processus collaboratif, évidemment, j'étais le seul magistrat avec... Non, et ben là, j'aurais bien aimé être là. J'ai cru d'ailleurs qu'ils allaient me prendre par la peau du cou et qu'ils allaient me jeter en me traitant d'intrus. Au contraire. J'ai été accueilli formidablement. C'est pour ça, moi, j'aime la profession d'avocat. Ah bah oui, vous le... Je crois, voilà, c'est ça. Ça se voit. J'ai l'impression de me battre pour la profession. Ah mais oui, vous êtes vraiment dans une relation de binôme avec le juge, parce que je crois qu'ensemble on peut faire œuvre de justice. On a besoin des uns des autres. Des uns des autres. Oui, tout à fait. J'y crois beaucoup. Voilà. Et donc, mon anecdote, c'est que le premier acte de cette formation, c'était de remplir un questionnaire sur le thème « Quel avocat êtes-vous » Alors évidemment, pour moi, j'étais un peu au chômage technique, là.
coup, je regarde un peu autour de moi. Et tout d'un coup, je vois l'avocat qui est à côté de moi s'écrie à la énième question, je ne sais plus combienième, il dit « Mais je suis un pitbull !» Et là, tout d'un coup, j'ai prise de conscience, quoi. Hein, le questionnaire faisait amener à une prise de conscience. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et là, je me suis dit, mais la formation, c'est la solution. Parce que les avocats que je rencontre, et quand je leur parle de tout ça, me disent, mais vous les connaissez pas, nos clients. Quand ils veulent quelque chose, il n'est pas question de les contrarier. Et je leur demande à ce moment-là, est-ce que vous êtes formé à l'écoute active? Ils savent pas ce que c'est, ils n'en ont pas entendu parler. Et là, je me dis, mais ça s'apprend. La réponse, elle est dans la formation. Il y a une technique, il y a des techniques. Et là, vous verriez, si vous étiez formé, que votre client, vous êtes capable de le tirer de façon progressive pour l'emmener sur un terrain qui n'était pas celui sur lequel il voulait vous emmener au départ. Et là, où vous allez vraiment poser la question de son intérêt et vous allez le convaincre. Et là, vous êtes dans votre devoir de conseil. Vous allez le convaincre d'aller dans la bonne direction parce que c'est son intérêt. Et c'est ça, c'est là que vous rendez un vrai service à votre client. Moi, j'irais même plus loin. Pour ça, il faut se former. La formation, et je dirais plus loin, Sudhar, je vous rejoins complètement, la reformulation et l'écoute active, c'est ce qui permet d'aller au cœur, d'aller chercher les gens au cœur du sujet, au cœur du problème, de faire émerger les sous-jacents. Et surtout, pour moi, ça a été assez, assez riche, parce que je me suis pas positionnée en sachant, j'ai rendu aussi responsable les clients de leur propre vie, et je trouve ça beaucoup plus riche. C'est une autre posture. Je ne suis pas là, moi, je sais pas pour vous, en fait. C'est ce que je leur dis souvent. C'est pas ma vie. Moi, la seule chose que j'ai compris de ce que vous m'avez dit en vous écoutant, c'est que votre besoin, il est là, et que éventuellement, si on va, parce que je connais le système dans lequel on est, dans lequel vous allez œuvrer, le système judiciaire, si je vous orientais sur telle et telle chose, un processus collaboratif ou un mode amiable ou une façon de résoudre votre litige, ça vous apporterait serait beaucoup plus aligné avec ce que vous recherchez à satisfaire, en fait. Et la plupart du temps, je vois à quel point tous ces outils aident à responsabiliser les gens. Et c'est aussi un changement de paradigme. Et là, important. on met, vous savez que c'est vraiment le constat de notre rapport avec dans le groupe Delmas-Goyon, c'est que on a voulu, comment dirais-je, proposer des outils ou des voies pour que les parties s'approprient leur litige et soient rendues responsables, les responsabiliser dans la conduite de leur litige. Et ça, ils ne le pourront pas sans les avocats. Ils ont besoin des avocats pour ça. Ils ont besoin de l'aide des avocats. Et des avocats formés. Faut-il encore que les avocats soient formés et comprennent que c'est le rôle, c'est vraiment le rôle social qu'on attend d'eux, quoi. Du coup, ça veut dire que faire de l'écoute active, de la reformulation et négociation raisonnée, c'est tout de suite aller aux universités, voire même à l'école maternelle. Vous voyez, moi je me suis rendu compte qu'en 4 jours de formation, vous avez une autre vision de votre métier. C'est ça que j'ai observé. 2 modules de 2 jours, eh bien, des avocats ont tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, mais ça provoque une interpellation tellement profonde que ça change leur vision de leur métier. Et donc, on n'a pas besoin de se former pendant 6 mois, pendant 2 ans, ou un nombre d'heures qui paraît insurmontable à concilier en plus avec la vie professionnelle. Non, il faut démarrer. Moi, je conseille le processus collaboratif parce que ça donne assez rapidement connaissance d'un nombre d'outils qui sont ensuite professionnellement extrêmement utiles et qui changent la vision du métier. Après, on peut approfondir parce que du coup, on est rentré dans un... Quand on commence à mettre le doigt, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai après... Exactement. C'est comme Obélix. Et voilà. Et bien, après, on en veut plus. Voilà, on en veut plus. Mais du coup, on retrouve un sens à son métier, quoi. Il y a une humanité qui
qui se profilent, qui émergent et qui donnent comment dirais-je, une envie d'exercer ce métier autrement. Voilà. Et c'est la formation. Moi, je crois beaucoup à la formation. Et quand on dit, mais nos clients, vous vous rendez pas compte, on ne peut pas les convaincre. Si on peut les convaincre, il faut que l'avocat se forme. Et c'est l'avocat qui ensuite tire le client vers son intérêt et donc vers le processus amiable. Voilà. C'est dans cet ordre-là que les choses peuvent se passer. Et moi, j'y crois. Donc, c'est la formation. Et je pense, pour avoir réfléchi à tout ça, qu'en fait, il suffit qu'il se forme à un mode amiable, qu'il fasse l'effort de se former à un mode amiable. Et à partir de ce moment-là, comme vous disiez, vous avez utilisé le mot paradigme tout à l'heure, je suis d'accord avec vous, c'est à partir de ce moment-là qu'on change de paradigme. C'est comme si on changeait de logiciel, on déboulonnait l'ancien logiciel, hop, on le retirait, on le laissait tomber dans la poubelle, et qu'on en mettait un nouveau. On en mettait un nouveau. Et là, on voit le monde différemment. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce partage. J'espère en effet que on va faire en sorte, et on est quand même nombreux à faire en sorte que dans cette logique des petits pas, on change de logiciel pour pouvoir œuvrer ensemble avec vous à une autre forme de justice pour qu'elle réponde aux attentes des justiciables. J'ai pas eu le temps de vous parler du juge d'appui, mais oui, c'est dans le sens de ce que vous dites à l'instant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille ensemble, avocats, magistrats, et traditionnellement, vous savez, on dit que le juge a deux offices, un office de conciliation qu'on oublie, parce que le juge n'a pas le temps, et il l'oublie, le juge. Mais après, c'est le juge, c'est l'office, d'application du droit pour trancher le litige. Mais il y a un troisième office, qui est ce fameux office d'appui, auquel je crois beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce terme qui est emprunté au droit de l'arbitrage. Il y a un juge d'appui que j'ai découvert, moi, quand j'étais président de tribunal. Un jour, on m'a saisi et en tant que juge d'appui. Ah, j'ai trouvé ça extraordinaire, ce terme. Ça m'a plu. Et du coup, je me suis dit, mais voilà le juge que je dois être d'une façon générale. En fait, je dois appuyer les parties et leurs avocats pour qu'ils arrivent à conduire leur processus de résolution du litige jusqu'au bout. Cette fonction d'appui, cet office d'appui, en fait, il prend des formes, et notamment la forme du rendez-vous judiciaire, qui n'est pas pratiqué. Hein. Mais alors, vous me dites où on le trouve, cet office. Il suffit de demander à rencontrer le juge et de le rencontrer ensemble, parce qu'il faut respecter le contradictoire. Il suffit de demander au juge de le rencontrer. Et si dans votre déroulement de processus, vous rencontrez une difficulté, vous pouvez le saisir d'un incident. Si vous êtes en procédure participative, dès lors que vous le saisissez en requête conjointe, en tout cas en acte conjoint, pas de difficulté, ça ne fait pas tomber la procédure participative. Mais vous pouvez aussi simplement vouloir le rencontrer pour qu'il vous conseille dans la poursuite de votre processus. Comme vous le pouvez aujourd'hui le rencontrer dans une audience d'orientation, eh bien, vous pouvez le rencontrer plus loin dans le déroulement du processus en lui demandant simplement un rendez-vous, ce qu'on appelle un rendez-vous judiciaire, et il est là pour vous appuyer. Vous êtes en train de me dire que je peux accéder à mon rêve, c'est-à-dire que dans un cas, le cadre de la recherche d'un accord, il y a un point qui pourrait être nécessaire de trancher en droit éventuellement et d'aller voir le juge, de prendre un rendez-vous judiciaire. Et imaginons un acte de procédure d'avocat de désignation d'un juge qui pourrait par la suite nous rendre un avis sur cette question juridique épineuse. Ce serait possible ? Mais oui, en tout cas, rien ne l'interdit. Alors évidemment, il faut que les magistrats soient sensibilisés et puis aient envie. Hein. Je viendrai vous chercher alors. Il y a des magistrats qui en ont envie. Hein. Moi, j'ai fait des formations dans tout le ressort à des salles dans lesquelles il y avait des magistrats, des avocats et même des greffiers. Parce que je voulais que tout le monde entende la même chose, tout le monde entende
appellent les choses par les mêmes termes et qu'ils comprennent bien ensemble quel est l'esprit de ce processus. Donc il faut que les magistrats de leur côté, ils adhèrent à ça, hein, ils aient envie et qu'ils se rendent compte que c'est vraiment, ils font œuvre d'utilité quand ils se conduisent en juge d'appui. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire, à démontrer, à convaincre. Mes collègues, moi aussi, hein, il faut que je balaye devant ma porte et puis que j'arrive à convaincre mes collègues. Mais tout ça, c'est dans un partenariat magistrat-avocat. Ça, c'est certain. C'est ensemble qu'on doit avancer sur cette route. C'est sûr. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. C'était très riche. Merci infiniment pour ce temps-là et pour la suite. Conduisons nos rêves d'une justice différente. Le rêve se réalisera. Ça ne peut pas être autrement. Sinon, écoutez, moi, je le vis, le rêve, des fois, mais j'arrive à le vivre, donc je me dis que c'est possible. Merci beaucoup. J'y crois.